Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Equinox Soir. Le ministre de la Communication informe l'opinion publique que de ce qu'à la suite de la publication d'une vidéo mettant en scène des exactions inacceptables perpétrées par des hommes armés contre des femmes et des enfants, le chef de l'État a ordonné l'ouverture d'une enquête pour élucider cette affaire et en établir les responsabilités éventuelle. La dite enquête a conduit à l'arrestation de certains personnels militaires. Les intéressés ont été mis à la disposition de la justice et feront l'objet d'une justice équitable. Il est bien entendu qu'ils bénéficient jusqu'alors de la présomption d'innocence. Voilà, Madame, Monsieur, la substance du communiqué signé vendredi 10 août de Issa Tiroma Bakari, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, quelques semaines après avoir porté un démenti catégorique sur ces faits. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Pour en parler, je suis avec l'honorable Marlise Doualabel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député RDPC, oui? Oui, c'est vrai. Oui. Bonsoir, bienvenue. Oui, un mandat que je porte avec bonheur. Oui. Ok. Et il est là aussi, Wilfried Ekanga, bonsoir. Bonsoir et merci encore de l'invitation. C'est toujours un plaisir. D'être là? Évidemment. Voilà, analyste politique, c'est bien cela. Et aussi, il est avec nous, Jacques Maboula, bonsoir. Bonsoir Serge, c'est un honneur et un plaisir d'être sur ton plateau ce soir. Et je voudrais tirer un coup de chapeau au génie qui a eu ce concept Equinox Soir, qui a de très belles couleurs et qui a un fond de débat structuré et prometteur. On vous demande juste de maintenir le cap parce que vous en aurez vraiment à débattre ces jours-ci. Ok, merci. Vous êtes maire UFP de Yabassi. Je suis maire de la République à Yabassi. Voilà. Bon, on va commencer avec cette actualité. Le président de la République, à 17h, il a nommé un nouveau délégué du gouvernement pour la ville de Bertois. Avec ce qui s'est passé ces derniers temps, il y a un ministère de la décentralisation qui a vu le jour, le gouvernement du 2 mars 2018. Et il y a quelques jours, l'organigramme de ce ministère a été mis. Comment vous interprétez cela? La nomination d'un nouveau délégué du gouvernement, alors qu'on parle d'accélération de plus en plus du processus vers la décentralisation. Je crois que c'est une énième tentative de rechercher des hommes de résultats. Mais on ne peut pas avoir d'hommes de résultats quand les processus de gouvernance sont biaisés. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est des réformes de gouvernance pour restituer aux maires, aux responsables territoriaux, que sont les collectivités territoriales décentralisées, le pouvoir d'alléger les souffrances et de construire la nation, parce que c'est eux les véritables bâtisseurs de la République. Quand on n'a pas compris ce concept, qu'au lieu d'avoir quelques individus qui construisent la nation, on peut reposer la construction nationale sur 360 conducteurs de travaux de la nation, on se dit que on travaille avec des hommes non seulement incompétents, qui comprennent rien et qui ne sont pas de bonne foi. Il est urgent de réformer ce pays et de restituer au peuple des hommes qui vont véritablement bâtir la nation et faire rêver le Cameroun pour rétablir la confiance entre gouvernants et gouvernés. C'est de ça qu'il s'agit. Un homme de plus à la communauté urbaine de Bertois. Je crois que c'est comme on dit, c'est la même formule, ça ne marchera pas. Marlise Doualabel, un délégué du gouvernement, alors qu'on parle d'accélération du processus de décentralisation, on est un peu perdu là. Avec l'acte du président, on est à 17h. Moi, je ne suis pas perdu. Je ne suis pas perdu parce que s'il y a eu une vacance pour une raison ou pour une autre, tant que... Son prédécesseur a été nommé à la présidence en 2015. Voilà, donc s'il y a vacance, et qu'on estime que s'il y a l'absence d'un dirigeant manque à l'efficacité de la gestion de la ville, c'est normal qu'on mette quelqu'un en poste. Mais maintenant, cela ne vient pas... Pourquoi avoir attendu 3 ans?
C'est après 3 ans qu'on constate qu'il fallait à tout prix un autre délégué. Alors là, vous me posez une question difficile parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Ce que je peux dire, c'est que si on a estimé qu'il était nécessaire qu'on ait en place un gestionnaire de la ville, c'est que c'était important. Mais maintenant, ça ne vient pas du tout ni compromettre, ni retarder ce qui doit se faire au niveau du processus de décentralisation. Ok. Mais Félix Kanga, on parle de la décentralisation, on dit qu'on accélère le processus, mais on constate que le président, à travers l'acte 17h, son acte est diversement interprété. Oui, il y a une maxime assez amusante qu'on énonce souvent dans le cas du Cameroun. On dit, si on vous explique le Cameroun et que vous le comprenez, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Et l'exercice auquel nous sommes très souvent soumis consiste à expliquer les actions du président de la République. Évidemment, elles ne sont pas toujours, en tout cas, elles ne vont pas toujours en ligne droite avec ce qu'on peut penser. Elles relèvent souvent de ses aspirations, de ses ambitions personnelles, en tout cas de sa vision de la politique interne. Et ce n'est pas toujours évident d'établir une certaine ligne d'opération sur ce qu'il fait. Alors, un délégué du gouvernement à la communauté urbaine de Bertois, en tout cas, si le poste était vacant et que dans l'organisation administrative du Cameroun, un délégué du gouvernement est prévu, oui, ça a un sens d'en avoir un maintenant. En tout cas, évidemment. Après 3 ans, le problème, c'est que le prédécesseur n'est pas là depuis 3 ans. Exactement. Il a été nommé à la présidence de la République. Exactement. On pourrait justement se poser la question pourquoi depuis 3 ans il n'y en avait pas un. Et là, c'est une anomalie, c'est une incongruité. Si l'organisation régalienne prévoit pour les communautés urbaines des délégués du gouvernement, il faut des dispositions pour qu'en cas de vacances, dans les plus brefs délais, il y ait un substitut. Maintenant, le rapport avec la décentralisation, la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que quand on parle à l'échelle nationale de décentralisation, on parle d'un véritable projet d'administration, de répartition des pouvoirs pour que les projets et politiques et sociaux et économiques soient matérialisés dans les plus brefs délais, ou alors est-ce qu'on parle de rafistoler, de rabibocher comme ça, ici et là? Je ne veux pas voir les choses sous cet angle. Je vois le Cameroun comme un géant, une mosaïque, un projet qu'on établit de manière solide et à long terme, de sorte que quand on dit décentralisation, on dit décentralisation parce qu'il y a une ligne de projet pragmatique, concrète et bien définie, et que maintenant les différents acteurs régionaux et locaux qu'on va instituer sont ceux-là qui vont faciliter la tâche au pouvoir central pour l'implémentation de ces projets. Ok. Il nous a rejoint sur ce plateau, Kaminele, bonsoir. Bonsoir, Alain. Voilà, vous êtes journaliste d'investigation, vous avez suivi le journal des 17h, ce décret du président de la République qui nomme un délégué du gouvernement à Bertois. Après une vacance de 3 ans, son prédécesseur a été nommé à la présidence de la République en 2015. Aujourd'hui, alors qu'on parle d'accélération du processus de décentralisation, comment vous accueillez cet acte posé aujourd'hui à 17h? A priori, ça devrait faire tiquer. Parce qu'au moment où on s'attendait justement à ce que la décentralisation que l'on nous dit en marche depuis le dernier remaniement, et qu'on s'attendait à ce que, après certainement l'élection présidentielle, on passerait vraiment à une implémentation de la décentralisation, qu'on nomme un délégué du gouvernement aujourd'hui, on a toutes les raisons de croire que l'État freine des 4 fers pour justement ne pas arriver tout de suite à cette décentralisation. Peut-être que, comme cet État a l'habitude de nous renvoyer à l'horizon 2035, on est en train de vouloir nous faire croire que nous attendons 2035 pour qu'il y ait effectivement une décentralisation effective. Mais en attendant, en constatant la nomination d'un nouveau délégué du gouvernement, on réalise tout simplement qu'on en est encore au niveau des gestions des communes par les délégués du gouvernement. Voilà, on en vient donc, madame, monsieur, au fait du jour, bavure de l'armée, l'aveu du gouvernement. Je suis avec vous, honorable Maurice Doualabel. Est-ce que Issa Chiroma Bakari a été contraint de signer l'acte de vendredi dernier? Contraint, je ne crois pas. Peut-être qu'il a été nourri d'informations complémentaires qui ont justifié qu'il présente cet acte. Donc je ne pense pas, je ne vois pas comment il serait contraint. Contraint par qui? Mais au regard de ce qu'il a dit le 11 juillet, toutes les preuves qu'il a sorties aux yeux du monde. Oui, vous savez, le 11 juillet, il a sorti une déclaration. Cette déclaration était forcément en
cohérence avec les informations qu'il avait en sa possession. Entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans l'environnement de notre pays et des amis de notre pays. Et maintenant, M. Chiroma, qui est le porte-parole du gouvernement, peut avoir reçu des informations qui l'ont amené à, à nuancer, tout au moins, à nuancer sa position. Donc moi, je ne vois pas de contrainte, je vois simplement une évolution dans la situation qui est la nôtre. Maintenant, moi, en tant que Marlise Douala-Bel, je voudrais présenter mes excuses aux personnes avec lesquelles j'ai partagé cette vidéo, avec un commentaire qui était, non pas partisan, mais... Tu disais que ce n'était pas les forces armées camerounaises? Oui, que ce n'était pas les forces armées camerounaises. Pourquoi? Parce que j'ai cru en cette... sortie du ministre. Pas seulement du ministre, il y a eu... Parce qu'il a fait des démonstrations, il a parlé de trier l'uniforme et tout ça, le matériel. Exactement, il y a eu l'intervention du ministre, mais à côté du ministre, il y a eu plusieurs internautes qui ont pris position et qui ont aussi donné des explications. Et moi, là-dedans, je ne suis pas plus experte que ces personnes. Et je crois même qu'il y a eu un phénomène de... Si ces personnes sont vraiment coupables, alors je dirais qu'il y a eu un phénomène de déni national où les gens ne voulaient pas accepter que cela ait pu être possible chez nous. Parce que notre armée que nous la connaissons comme une armée responsable et quand même soucieuse du respect de la dignité des personnes et des droits de l'homme. Maintenant, quand on se retrouve face à une telle vidéo, évidemment, la première des choses à laquelle on a envie de croire pour qu'on soit confortable avec soi-même, moi-même je suis militant des droits humains, c'est de dire que non, ça n'a pas pu être fait dans mon pays. C'est forcément, une vidéo d'ailleurs. Oui. Donc aujourd'hui, j'apprends donc que nourri de toutes les informations croisées, le président de la République a demandé quand même qu'une enquête soit instruite pour en savoir plus et pour que tout le monde soit édifié. Et pour moi, c'est un geste important parce qu'il faut qu'on confirme dans le concert des nations de ce monde notre pays comme un pays respectueux des droits humains. Jacques Maboula, dites-moi, vous étiez convaincu que c'était des éléments des forces armées camerounaises? Pas convaincu, mais j'étais sur une réserve. Une réserve parce que il ne faudrait pas que les gens confondent défendre l'État et discréditer l'État. Là, il y a discrétion. Tout à fait, parce que... Discrédit parce que les États n'existent pas seuls dans le monde. Vous êtes observés, vous êtes regardés, et du regard qu'on a de vous dépend votre crédibilité sur la scène internationale. Et quand je vois un ministre de la Communication, qui plus est porte-parole du gouvernement, sorti de manière émotionnelle, épidermique, prendre position sur des informations qui ne sont pas avérées, je me dis, soit il a un déficit de formation, soit il est lessivé par le pouvoir. L'honorable Douala-Bel disait tantôt qu'il a fait cette sortie au regard des éléments qu'il avait sous la main. C'est encore plus grave. Vous parlez de mauvaise foi? C'est encore plus grave parce que dire qu'un ministre porte-parole du gouvernement n'est pas informé, ça veut dire que le Cameroun n'est pas informé. Et c'est encore plus grave dans un contexte de crise. Dans un contexte de crise, lorsqu'il y a une information qui peut être amplifiée par les réseaux sociaux, il y a une cellule de crise qui est mise tout de suite sur place pour décrypter l'information que véhiculent les réseaux sociaux. Et c'est sur la base de cette cellule de crise qu'on se prononce. Et encore qu'on ne devrait pas, quand on n'a pas toute l'information, défendre mécaniquement le gouvernement parce que le discrédit de notre État en est touché. Raison pour laquelle il y a une méthode simple qu'on étudie, qu'on voit dans des situations de crise, qui consiste à dire, par exemple, et ça c'est une consultation gratuite qui pourrait servir pour l'avenir, c'est-à-dire que le ministre de la Communication, s'il sent l'urgence de parler pour essayer d'apaiser, il pourrait dire, nous avons constaté une déferlante de vidéos sur les réseaux sociaux, nous prenons acte de ce qui est communiqué, il ne s'agit pas de
Nous n'avons pas toute l'information, des enquêtes sont ouvertes, nous faisons confiance à nos forces de défense, mais toutefois, si nos forces de défense sont impliquées, ces actes seront réprimés avec toute l'énergie nécessaire. Ok. Et remercier la communauté pour cette attitude citoyenne de partager l'information. Aussi simple. De veille, de veille. Ok. Même une attitude de veille. Wilfried Ekanga, le ministre s'y est mal pris et déficit, il a mal communiqué. Oui, pour répondre de manière linéaire, je vais d'abord féliciter humblement le mea culpa de l'honorable Maryse Toualabel. Oui. On dit une faute avouée à moitié pardonnée. Je considère que c'est un signe de grandeur, comme ça, sans accusation, de reconnaître en tout cas ce qu'elle estime n'avoir pas été correct de sa part. Et je me dis que le ministre de la Communication, en tant que garant justement de l'information à ses compatriotes que nous sommes, aurait raison de faire de même, parce que il n'est pas normal de dire en tant que ministre de la Communication qu'au regard des éléments dont on avait a priori, on a établi une conclusion. La conclusion, elle se passe in extremis, au dernier moment, quand on a tous les éléments, quand on a la preuve irréfutable de quelque chose. Alors oui, le patriotisme nous pousse souvent à nous dire nous ne voulons pas admettre que l'armée camerounaise qui nous a protégés de Boko Haram, qui vaillamment défend nos frontières contre les assaillants étrangers et les, on va dire, fauteurs de troubles internes, puisqu'il y en a aussi quelque part, on développe cet amour-là pour notre armée. C'était l'une des structures de l'État à laquelle la population tenait d'une certaine façon, et évidemment, on se dit ça peut disloquer le tissu interne, disloquer le tissu étatique national, si maintenant il y a des solidarisations de la population envers son armée. Et donc oui, on essaye de couvrir en se disant, en tout cas on essaie de se dire, ce n'est pas possible que l'armée ait fait cela, et voilà. Mais maintenant, malheureusement, ce n'est pas très correct, parce que dans un souci de crédit, dans un souci de crédibilité, ce qu'on a à dire quand on est ministre de la Communication, c'est que, tant bien même, parce que oui, il n'a pas tort quand il dit qu'il y a des manipulations à travers les réseaux sociaux notamment, on est sûr de rien, mais c'est justement pour cette raison qu'il devrait dire, étant donné qu'il n'y a pas de vérité définitive sur cette affaire, autant donné qu'une enquête suit son cours, ou du moins qu'une enquête va être ouverte, restons prudents, parce qu'on est dans lambda, dans l'univers des possibles. Tout peut arriver. Il est possible que ce soit une manipulation, il est possible que ce soit effectivement des éléments de l'armée camerounaise, mais l'enquête minutieuse nous le dira. Mais affirmer de manière péremptoire, parce qu'il l'a dit, voilà, une phrase déclarative en disant cette vidéo est une contrefaçon qui dénote des contre-vérités, qui insulte et discrédite l'armée camerounaise, si elle est très vite en besogne. Et malheureusement, quand on a peur que l'armée nationale ait du discrédit, on ne doit pas courir le risque d'aboutir à une situation où maintenant les détenteurs des structures administratives, eux, perdent leur discrédit. Et donc sur cette communication, il a eu tort, et c'est bien que récemment il soit revenu justement sur l'erreur qu'il avait commise, et on espère que le gouvernement tirera des leçons de ce fait de jeu, on va appeler ça comme ça, et que la population aussi sortira de ce qu'on appelle le pathos du fait que il y a une vidéo, et avant toute enquête préliminaire, on est déjà aussi apporté des conclusions, parce que ça aurait pu aussi ne pas être l'armée camerounaise. Oui. Ceux qui ont dit que c'était l'armée et qui ont eu raison à la fin l'ont dit pour la plupart par pur hasard. Et ce n'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. Est-ce que le ministre a eu raison de couvrir l'armée pour éviter de jeter du discrédit sur celle-ci? A-t-il eu raison? Est-il sincère? On peut se poser la question. En ce moment-là, on peut se poser la question, parce qu'on peut être sincère et se tromper. Aussi bien l'honorable Douala, aussi bien M. le maire que M. Ekanga, chacun à sa manière a essayé de restituer les choses avec froideur, en disant que bon, est-ce qu'il aurait pu faire ci, il aurait pu faire cela. Moi, je suis journaliste d'investigation, et j'ai regardé cette vidéo au moins 100 fois. Je dis 100 fois. C'est-à-dire que je la vois. Est-ce que vous avez constaté? Il y a des gens... Je suis en train de m'expliquer. Il y a des gens qui ont vu cette vidéo, et dès qu'on arrive à la scène où le militaire est en train de tirer sur les femmes, il détourne les yeux et ne regarde plus. Terminé. Non, l'émotion. Moi, je suis un journaliste d'investigation, spécialiste des enquêtes criminelles, et je peux pas vous dire qu'on ait le nombre de corps mutilés, de corps trouvés morts que j'ai vu, de scènes de crimes que j'ai fréquentées. Je veux dire que quand on regarde cette vidéo, quand moi je l'ai regardée pour la première fois, je l'ai regardée d'abord en écoutant une voix de fond d'un Malien.
qui était en train de parler des problèmes maliens, qui est en train de regarder comment les militaires maliens du président Keïta tuent les peuples. Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre? Je continue, laissez-moi développer. Je suis en train de dire que moi, je vais vous donner ma lecture de la première déclaration du ministre et de la deuxième déclaration. Toutes les deux sont, elles me poussent au plus profond scepticisme. Moi, j'ai vu cette vidéo où un Malien dit, regardez comment un enfant de 3 ans, on le tue. Ce sont des peuples qu'on tue. C'est l'armée malienne. Maintenant, j'ai regardé ces militaires. Ce sont des militaires dépenaillés. Ils sont débraillés. Un militaire qui porte une vareuse sans ceinture, il n'a pas de galon, il n'a pas de béret. Il porte des tennis, l'autre porte des sandales. Je les ai regardés. En plus, regardez dans le fond de l'émission, vous voyez des hommes qui tiennent des machettes et des bâtons. Vous voyez des militaires en train de marcher avec des hommes qui tiennent des machettes et des bâtons. Regardez, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont alignés en bordure de route. On les dépasse, qui sont en train de regarder comment ils sont en train de partir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça voudrait dire qu'il y a des gens qui ont vu cela, qui ont assisté à cela, ou alors qui sont complices de cela. Voilà les premières questions que je me suis posées. Bon, mais maintenant, quand j'ai entendu cette voix de fond sur cette vidéo qui ne parle que du problème du Mali, et qu'après, par la suite, je vois la même vidéo, mais alors, qui ne dit rien du tout. On entend juste les coups de feu. Et je me dis, attendez, ça fait 2 vidéos. Maintenant, cette affaire arrive au Cameroun, on a commencé à parler de militaires maliens. Bien évidemment, les réseaux sociaux se sont enflammés, on a commencé à accuser, à dire l'armée camerounaise. Et la première bourde, parce que moi j'appelle ça une bourde, du ministre Issa Chiroma, c'est de dire que, bon voilà, non, avant cette bourde, il y a un communiqué qui est passé dans les réseaux sociaux qui parle de l'AFP et de certaines ONG qui ont exigé que le président Paul Biya fasse une enquête parce que ce sont les militaires camerounais. On dit que le président des États-Unis demande, on dit que le Conseil de sécurité demande, on dit que l'Union européenne demande absolument une enquête. Bon, quelques jours plus tard, le ministre de la Communication se fend d'une communication, sort un communiqué. Dans le communiqué, il commence par dire que vraiment, il y a une vidéo qui circule avec des militaires qui ont tué des personnes. D'abord, j'adresse mes condoléances à ces familles éprouvées. Bon, je n'ai pas compris de quoi je me mêle. Bon, maintenant, il continue, il dit que bon, voilà, c'est certainement des fake news parce que effectivement, cette vidéo circulait dans les réseaux sociaux depuis un certain temps. Sans installer le doute. Beaucoup de gens sont mis à dire que M. Chiroma était en train de défendre l'indéfendable. Alors vendredi, pendant que cette affaire était même pratiquement oubliée, les gens l'avaient relégué au second plan, il nous sort une autre communication dans laquelle il nous dit que bon voilà, il y a des personnes qui ont été arrêtées. Sur l'instruction du chef de l'État, il y a une enquête qui a été ouverte, ces personnes ont été arrêtées. Il donne les noms et ensuite il ajoute précisant que ces personnes bénéficient de la présomption d'innocence. On n'a pas besoin de citer le nom des gens et de dire que ces personnes bénéficient de la présomption d'innocence. Alors maintenant, ce que moi je pense de toute cette histoire, moi, né les journalistes, je pense que c'est une histoire incompréhensible. Incompréhensible parce qu'on ne peut pas donner le nom de personnes qu'on dit avoir arrêtées. Et on dit non, ces personnes, on les a arrêtées, il y a une enquête qui est ouverte, le chef d'État a ouvert une enquête, mais seulement ces personnes, il faut dire qu'elles bénéficient de la présomption d'innocence. Moi, c'est-à-dire qu'à mon fond intérieur, je pense que c'est une affaire qui a dépassé depuis très très longtemps le niveau du ministre de la Communication. Qui s'est empêtré dans le fake là. Qui s'est empêtré dans une vision. Parce que moi, ce que moi j'aurais fait, si moi j'étais ministre de la Communication, si j'étais secrétaire de la présidence de la République, je me serais dit une chose. Après la publication de cette vidéo dans les réseaux sociaux, il y a eu un communiqué du gouvernement malien qui dit qu'il y a une bonne vidéo qui circule dans les réseaux sociaux qui présente des hommes en train d'abattre des gens. Et ce qui compromet l'image des soldats maliens. Nous tenons à dire que c'est de la manipulation. Et c'est la même vidéo qui est en train d'être exploitée pour un pays de l'Afrique centrale. Donc nous tenons à avertir l'opinion nationale et internationale de cette forfaiture. Or, lorsque le président s'en mêle, comme on l'a vu là, qu'est-ce que... Mais vous croyez que nous restions dans le fake news? Mais pourquoi faudrait-il que le président soit la personne qui s'en mêle, qui donne des instructions? À quoi servent les ministres? À quoi servent les patrons des renseignements et du maintien de l'ordre? Dans un système normal, on aurait dit ok. Maintenant, voyons voir un peu. On dit que ça vient du Mali. On envoie une délégation de journalistes et d'investigateurs au Mali. Demandez aux journalistes, est-ce qu'un truc comme ça s'est passé ici? Est-ce qu'il y a un débat comme celui-là ici? À ce moment-là, il y aurait eu un début de compréhension. Mais on est resté ici. Maintenant, on aurait pu passer cette vidéo au crible. Regardez mouvement par mouvement. Aujourd'hui, à la suite de cette communication du ministre, on a donné même les noms de ces femmes
Oui. Qu'on dit Oui, il y a justement un conflit on dit qui reconnaît même l'endroit. Nous sommes dans le département du Mayo-Sava. On dit que, laissez-moi terminer, Serge Alain, on dit que ces femmes, voici leur nom, voici là où elles ont été enterrées. Oui. Mais ces femmes sont dans une région où les gens n'ont même pas d'acte de naissance ou de carte d'identité. Donc moi je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ces déclarations qui sortent. On pourrait faire intervenir le médecin légiste. Mais bon, il faudrait d'abord commencer par retrouver les corps. Oui, pas que nous fassions la langue de bois. Voilà. L'État du Cameroun reconnaît les faits. Le président l'a On reconnu. n'est plus aujourd'hui à savoir si ça a eu lieu ou pas. On n'a pas reconnu les faits. Non. Ce que le ministre dit, Il y a des gens arrêtés. soit vous remettez en question ce que le ministre a dit, soit vous assumez ce qu'il a dit, et le ministre, dans sa déclaration, est formel. Oui. Il est formel, donc il n'y a plus de débat là-dessus. Mais ce que je voudrais dire, en situation de crise, qui plus est de guerre, un ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, ne sort que pour dire ce qu'il a des états-majors après vérification d'informations. S'il le fait sans cela, ça veut dire qu'il n'y a pas une coordination entre les forces de défense au sol et celui qui porte la parole du gouvernement. Et ça, c'est encore plus grave parce que désormais, ça donne à l'État du Cameroun un état de pays de mauvaise foi. Et ça discrédite davantage notre pays parce qu'on a des obligations sur le plan international. Ça peut nous affecter considérablement sur le long terme. Donc, d'où la nécessité de sortir après vérification de tous les acteurs au sol, et je voudrais dire de tous les chefs qui ont des troupes au sol. Parce que rien qu'à ces images, chaque unité de commandement devait reconnaître ces hommes. Quand vous êtes un homme à la tête d'un groupe de militaires, d'une unité, vous connaissez vos hommes sur le terrain. C'est comme si vous dites que vous êtes coach d'une équipe, vous ne connaissez pas vos joueurs. Alors, rien qu'à cette vidéo, un officier aurait pu dire, monsieur le ministre, ce sont mes hommes. Okay. Voilà, Marlise Doualabel, est-ce que l'acte du président, le président a été courageux, il faut le dire comme ça, en désavouant, comme certains journaux l'ont dit aujourd'hui, son porte-parole, le porte-parole du gouvernement? Les titres des journaux, je ne m'arrête pas aux titres des journaux, parce que généralement, les titres de journaux sont faits pour, j'allais dire, vendre les journaux. Donc, créer de l'émotion, loin de la réalité, hein. etc. Voilà. Mais je me dis que M. Tiroma, il y a M. Neleki a dit, est-ce qu'il était sincère dans sa première déclaration? S'il est comme moi, il était sincère, parce que moi-même, quand j'ai vu la vidéo et que j'ai vu le commentaire malien, les personnages maliens, je me suis dit non, c'est pas camerounais. Ces gens qui parlent là ne sont pas camerounais. Donc j'étais sincère quand je partageais avec d'autres personnes. Mais peut-être qu'en tant que personne responsable, leader politique, avant de partager, je devrais faire un minimum attention. Et c'est ça qui est donc dangereux avec les réseaux sociaux. C'est que finalement, nous devenons tous des espèces d'esclaves qui ne disent pas leur nom. Bon, si c'est pas grave, si c'est pas très très grave pour les jeunes, pour les personnes, j'allais dire les citoyens normaux, c'est un peu plus difficile pour nous qui sommes censés représenter des communautés, des circonscriptions, des pays. Donc, je me dis, moi, je lui donne le crédit en disant qu'il était sincère. Maintenant, il a reçu des informations qui l'ont amené à se raviser. Mais jusqu'à maintenant, nous ne pouvons pas encore conclure. Une fois de plus, la prudence s'impose. Il faut que nous attendions les résultats de cette enquête. Mais le simple fait que des personnes aient été appréhendées veut dire qu'il y a quand même anguille sous roche. Oui. Maintenant, je dis moi par prudence, maintenant avec cette histoire, j'attends de voir comment elle va aboutir. Et je voudrais qu'on questionne quelque chose. Une exaction, c'est quoi? C'est une exécution sommaire, n'est-ce pas? Et en général, elles existent dans les armées régulières. Quand une armée arrive, attaque et est embarrassée par des prisonniers qu'ils ont pris sur le champ de bataille, il arrive qu'il y ait ces exactions. Maintenant, quand on est dans une guerre asymétrique, c'est encore plus grave. C'est plus grave pourquoi? Parce que cette maman qui porte un bébé peut être une criminelle, en bonne et due forme. Voilà. Peut avoir
j'allais dire, porter un engin explosif et l'avoir déposé quelque part. On parle de 2015. Les faits sont déroulés en 2015. Mais en 2015, il n'y avait pas encore les... Non, on dit justement que c'était au pire. Au pire. Ouais. Donc, je veux dire que on est très affecté par cette vidéo quand on est militant des droits humains, parce qu'on se dit, de toute façon, tout le monde a besoin d'être jugé. On ne peut pas être exécuté comme ça sans être jugé, parce que alors nous sommes tous des victimes qui pourraient être sacrifiées pour une raison ou pour une autre. Mais dans une guerre asymétrique, ces dames qui portent des bébés peuvent être des activistes de haut vol et des personnes qui ont posé des actes extrêmement graves. Maintenant, est-ce qu'il mérite donc d'être exécuté de la... Si nous sommes un pays civilisé, non. Mais quand on analyse une situation sur j'allais dire sur un champ de bataille, eux, ils n'ont pas le temps, tout le temps, de réfléchir comme vous et moi sur un plateau. Et puis, c'est des personnes qui sont aussi fragilisées mentalement. Parce que vivre tout ce qu'ils vivent, pendant que nous vivons dans nos quartiers, en paix, avec nos enfants, etc., les expose à une dégradation qui recommande qu'ils soient encadrés psychologiquement et soutenus psychologiquement. Okay. Mais cela ne dédouane pas. Le fait que ces femmes soient des criminels ne justifie pas qu'elles soient exécutées de manière sommaire. Ça, je ne l'admettrai jamais. Mais maintenant, j'essaie juste de nuancer pour dire que bon, on est tous embêtés qu'une femme avec un bébé... oui, mais une femme avec un bébé peut porter un engin qui tue. Oui, Frédéric Kanga, vous trouvez des circonstances atténuantes nos forces de l'ordre dans ce cas-ci? Là, je serais définitif, non, pas du tout. Parce que si vous avez un terroriste entre les mains, vous avez le meilleur élément pour démanteler justement le réseau terroriste. C'est-à-dire si une femme... L'exploiter. Justement, il faut interroger, il faut faire asseoir, il faut les arrêter, les interroger, etc. Et une armée, le devoir d'une armée justement est de distinguer entre la violence légitime instruite dans le cadre de leur activité et la violence arbitraire, parce que pour une raison émotionnelle quelconque, on aurait perdu ses moyens. Le rôle d'une armée n'est pas de perdre ses moyens et de réagir de manière animale lorsque la situation devient compliquée. Les soldats ont été formés pour gérer ce type de situation et il est clair que parfois, oui, ils n'y arrivent pas, mais maintenant c'est le devoir du pouvoir régalien d'encadrer, de maîtriser justement ces soldats-là. Vous n'allez pas dire à un entraîneur de foot de tolérer le fait que lorsque le joueur de son équipe se fait insulter en plein match, il réagisse de manière brutale. Et évidemment, même si une injustice a été commise en son endroit, il a le devoir de réagir de manière sereine et du moins, en tout cas du moins les encadreurs, le staff technique a le devoir justement de coordonner et de discipliner, en tout cas les joueurs de cette équipe-là. L'armée nationale étant l'équipe de notre gouvernement, ceux qui sont chargés de faire régner l'ordre justement, est mise dans un cadre où elle doit comprendre que force est la loi lorsque la situation l'exige, mais on ne fait pas régner l'ordre en créant le désordre. Si une armée se met à tuer arbitrairement, elle ne se distingue plus des terroristes. Heureusement, on va être fiers de dire que voilà, sur les très nombreux, les innombrables éléments que constitue l'armée camerounaise, cette vidéo, si tant est vrai qu'elle a été commise par des soldats de notre armée, ne représente là que quelques brebis galeuses extrêmement minoritaires dans la mosaïque très républicaine de notre armée qui nous défend tous les jours, et ça, c'est de bonne guerre. Maintenant, sur les vidéos, en tout cas on a vu avec l'intervention de tout à l'heure que chez certaines personnes, il y a encore des incertitudes. Oui. Raison de plus, justement, pour garder la tête froide et de se dire, même si, justement, il y a des présumés coupables, des gens qui ont été arrêtés, la conclusion définitive n'est pas encore à tirer. Je vais me féliciter personnellement de n'avoir partagé cette vidéo à quiconque, parce que, justement, dans cette logique, je me disais, je ne sais pas, je n'ai absolument pas le pouvoir, et je ne vais pas me baser sur le fait qu'on m'a dit, ou alors que dans la vidéo, il y avait une voix qui disait. Dans ce cas, je ne sais pas si la voix de la vidéo avait dit que la vidéo se tourne au Népal. J'aurais pensé que les Népalais ou les Irlandais sont noirs. Donc, avec les technologies d'aujourd'hui, on peut aboutir à absolument tout. Pour ce qui est de la présomption d'innocence, même lorsqu'on a arrêté Saddam Hussein, il a eu droit à un procès avant sa pendaison. Même la CPI que nous fustigeons tout le temps depuis sa création en 2002 et l'arrestation de Laurent Gbagbo en 2011, il y a quand même des procès parce que le fait de donner... Kadhafi, Entre autres, non, en fait, je veux dire de manière absolue que le fait de donner le nom
d'une personne que vous avez arrêtée ne vous interdit pas de déclarer qu'il bénéficie de la présomption d'innocence. Ça se passe dans les structures régaliennes normales. Alors, on ne peut pas se baser sur le simple fait que les noms aient été dévoilés pour dire que le fait d'avoir dit en même temps qu'il bénéficie de la présomption d'innocence discrédite la version selon laquelle ils seraient des soldats camerounais. Les Maliens sont actuellement dans une période électorale. Le premier tour est déjà passé et dans les débats présidentiels entre Soumaïla Cissé et Ibrahim Boubacar Keïta, le volet de la vidéo n'est pas apparu. Ça veut dire que dans l'inconscient collectif ou bien l'intelligence malienne, le sujet n'est pas autant ancré que dans le cas camerounais. Ça veut dire que la probabilité est plus élevée que cela se soit passé au Cameroun. Évidemment, on est encore dans le cadre des probabilités, mais que personne ne soit péremptoire justement sur quoi que ce soit. Et les soldats qu'on a arrêtés, aussi bien ces femmes qu'on aurait pu arrêter et interroger, même si on a la confirmation qu'elles sont dans ces cellules, les soldats, enfin les présumés coupables qu'on a arrêtés justement, doivent être interrogés et exploités au maximum sur les motifs de leur action. S'ils l'ont fait par simple instabilité psychologique, ça permettrait de voir dans quel cadre certains éléments de l'armée peuvent être rappelés et assistés pour qu'ils ne commettent pas ce genre de choses à l'avenir. La meilleure façon de mener la guerre, c'est de la mener de manière préventive, aussi bien en externe qu'en interne. Voilà, Camille Nélé, vous parlez de 2015 pour cette vidéo. Pourquoi c'est en 2018 je veux d'abord rappeler à Ekanga oui, rapidement, qu'il n'y a pas de guerre propre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de guerres propres. Sauf dans les livres que monsieur... Il n'y a pas de guerre propre. Mais maintenant, ce que je suis en train de dire, nous ne sommes pas... 2015, pourquoi en 2018? C'est la question. Pourquoi en 2018? Pourquoi avoir attendu 2018 pour sortir? 2018 au moment de l'élection présidentielle. Pourquoi avoir attendu? Pourquoi avoir attendu 2018 pour qu'on nous sorte une liste même de présumés auteurs qui n'ont pas été découverts par l'armée, mais par l'AFP et par les militaires qui, dit-on, auraient donné ces noms-là. Parce qu'il faut lire les multiples communiqués qui suivent. Moi, je maintiens, je demeure sceptique. Je demeure sceptique pour cette histoire. Et je vous assure, Serge-Alain autour, que la suite des jours à venir nous en diront long. Je demeure sceptique. On m'a donné les noms de ces femmes. On va bien envoyer des enquêteurs sur cette fameuse plaine, au pied de cette montagne. On va déterrer. On va voir, en donnant des noms, ça veut dire que ce sont des Camerounaises. Alors on voudrait bien savoir pourquoi l'armée camerounaise a tué des Camerounaises. Vous comprenez? Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Qu'on ne nous balance pas des noms, qu'on ne nous montre pas de visage, qu'on nous dise que ces personnes ont été arrêtées parce que soupçonnées d'avoir participé ou être responsables de ces accidents, mais qu'on nous dise que non, ces personnes bénéficient tout de même de la présomption d'innocence. Moi, ça me fait penser à une histoire. Dans quel intérêt ferait-on ça? Dans quel intérêt, Camille? Je me demande bien, c'est possible. En mettant que le président de la République, dans l'affaire. Vous savez, ici, quand on veut légitimer une action, on dit sur hautes instructions du chef de l'État. Le président de la République a ordonné une enquête. Le président de la République a nommé des ministres, il nomme des directeurs, il nomme des responsables à tous les niveaux qui n'ont pas besoin d'attendre que ce soit le président de la République. Mais pourquoi faut-il que, quand la situation est compliquée, ce soit le président de la République qui donne des instructions? Cette affaire est suffisamment grave pour que le ministre de la Défense envoie des gens sur le terrain, envoie des gens sur au niveau de cette fameuse colline, qu'on aille déterrer, puisqu'on nous a même dit que ça a été fait à tel endroit, qu'on aille dans ce village, qu'on demande le nom de ces femmes. Et si vous regardez cette vidéo, vous verrez qu'il y a des gens qui sont en bordure de route, il y en a d'autres qui sont derrière, qu'on aille inspecter, qu'on demande. Et maintenant, c'est trop facile, 5 ans après, qu'on retrouve et les auteurs et les noms. 3 ans. Et quand vous regardez les visages de ces criminels, c'est tous des enfants, 19, 20 ans, 21, 22 ans, 30 ans. Hein? Mais quand on nous dit qu'il y a là-dedans un capitaine de vaisseau, qu'il y a là-dedans un sergent-chef, attendez, ce n'est pas des enfants. Donc, moi, je demeure sceptique. Et je dis toujours que cette histoire-là va nous réserver des surprises parce que les 2 communiqués du ministre de la Communication me laissent absolument sceptique. Et moi, je reste dans cette posture. Je n'en crois pas un mot. Un commandant de vaisseau. Jacques Mabula. Oui, je pense. Après tout ça, le ministre doit rester en fonction. Certainement, devait démissionner. Écoutez, quand vous faites des contradictions aussi flagrantes, en tant qu'homme politique responsable, vous présentez votre démission. Parce qu'on ne peut pas afficher un double visage sur le plan international. L'image du Cameroun prend un coup. Il faudrait que Issa Chiroba soit remercié pour ses services qui ne crédibilisent pas notre pays sur le plan national et international. Ceci dit, nos forces de défense, nous leur faisons confiance, mais il faut de temps en temps faire le toilettage. Parce qu'il y en a qui n'ont pas le mental, qui plus est, sont parfois recrutés sur des bases claniques, partisanes, tribales, etc., sans toutefois faire le parcours du combattant nécessaire et avoir le mental d'acier pour supporter de telles épreuves.
il faut nettoyer quand on ne peut pas résister à la pression, à l'émotion de la guerre. On n'est pas un militaire, on est un truand. Et je crois que seules les personnes mentalement opérationnelles et conséquentes doivent rester dans nos forces de défense. Et il y en a plein comme ça qui font du bon boulot. Il faut les primer, il faut les récompenser. Mais la mauvaise graine, il faut la mettre au feu. Et je voudrais dire simplement à tous ceux qui ont regardé cette vidéo de ne pas la partager. Ces images sont tellement choquantes qu'il faudrait tout simplement faire la croix dessus et prier que cela ne se reproduise plus jamais envers qui que ce soit. Parce que une femme portant un bébé sur le dos, c'est toute l'histoire de la naissance et de la mort d'un enfant. C'est atroce, c'est horrible. Et je voudrais tout simplement terminer en disant, chère famille endeuillée, recevez les condoléances de toute la nation Cameroun. Honorable Alice Doualabé, vous parlez de femmes des présumées kamikazes. En quoi le bébé lui aussi constitue un danger? Mais je vous ai dit que c'est ça qui rend ce crime atroce. Parce que même si je dis que ces femmes peuvent être des présumées kamikazes, en tant que militants des droits humains, je voudrais quand même qu'il leur soit réservé un procès en bonne et due forme. Ce qui rend cette image insupportable, c'est justement ce bébé dans le dos. C'est ça qui rend l'image insupportable et qui a certainement frappé l'imaginaire de tout le monde. Maintenant, je reviens à la question de pourquoi de 2015 à 2018. Oui. Quand on a posé cette question, oui, non, mais c'est parce que à l'heure où nous sommes là, toutes les armes, tous les instruments qui peuvent perturber le jeu, l'aggraver, le rendre nébuleux, etc., sont utilisés. Il n'y a pas une autre raison. Pourquoi c'est pas sorti en 2017? Pourquoi c'est pas sorti en 2016? Ça va tellement vite avec les réseaux sociaux. Non, mais personne ne contrôle. C'est pas le gouvernement qui contrôle ces images. Je veux dire que ces images existaient depuis 2015. On dit qu'elles ont été prises par des militaires. Et c'est les militaires qui les ont envoyées. Alors, elles les ont gardées pendant 3 ans. Voilà. Maintenant, il y avait quand même, comme vous disiez, toute la horde qui suivait, qui devaient être peut-être des comités de vigilance ou de... Moi, dans mon imaginaire, c'est ce que j'ai imaginé. C'est que ces jeunes qui suivaient avec des machettes en main et tout, ça devait être peut-être des jeunes des comités de vigilance, d'autodéfense, qui accompagnaient, qui ont peut-être même dénoncé ces femmes et qui les accompagnaient donc au poteau. Parce que je ne vois pas comment des personnes... Avec les enfants, c'est les enfants qui... Mais quand ils les ont dénoncés, les enfants étaient posés par terre. Les enfants étaient sur le dos. Les enfants méritent... Ils le méritent. Ne m'amenez pas sur ce chantier parce que si vous me connaissez un temps soit peu, vous ne pouvez pas imaginer un seul instant que je cautionne, qu'on exécute les gens de cette façon-là parce que c'est un crime. De 2, qu'on les exécute avec des bébés dans le dos. Non, j'essaie juste de comprendre. Nous sommes en train de déblayer sur une histoire qui nous a tous choqués et on voudrait comprendre ce qui s'est passé. Et il a parlé de ces personnes qui accompagnaient le cortège. Ces personnes, c'était qui acceptaient de savoir. Et puis moi, quand on me dit que c'est un capitaine de vaisseau, même quand on entend ce monsieur parler en français, donc on imagine que c'est un Camerounais, son niveau verbal me paraît tellement primaire ou primitif. Oui, HB, tu vas mourir. Est-ce qu'un commandant de vaisseau va aller exécuter? On dit que c'est eux sur les images. Non, c'est pour dire que c'est des éléments qui perturbent. C'est des éléments qui perturbent. Donc, je voulais revenir sur le pourquoi 2018. Oui. Moi, j'ai la réponse. La réponse, c'est que nous sommes en année électorale et on peut faire feu de tout bois. Maintenant, je voulais également parler des personnages qui accompagnaient le cortège et parler maintenant des acteurs principaux dont les agissements et le comportement ne laissent pas croire que ce sont des sous-officiers ou des officiers. Vous comprenez? Oui. Donc, si c'est des officiers, c'est qu'ils sont devenus fous là-bas. Okay. C'est qu'ils sont devenus fous. Fidel Kanga, est-ce que la gravité d'un acte comme celui-là s'estompe avec le temps? Parce qu'on a parlé de 2015-2018.
Nous sommes au Cameroun, malheureusement, et on le voit même d'ailleurs en Afrique de manière générale, un peuple amateur de sensations fortes. Un fait divers chasse rapidement l'autre, et c'est parfois dommage. On devrait même élargir l'affaire et se dire, on se trompe de débat en pensant que le fait que ce ne soit pas l'armée camerounaise et que ce soit l'armée malienne est une bonne chose. Dans le contexte sécuritaire que nous avons dans la région du Sahel aujourd'hui, et même toute l'Afrique occidentale, on a parfois des contingents militaires constitués de plusieurs pays. On parlait de la force multinationale de 8500 pour protéger la région contre Boko Haram. Il y a la force onusienne de près de 20 000 hommes en Somalie, par exemple. Il y a même le Tchad et le Sénégal qui parlaient d'envoyer des hommes de l'autre côté de la mer Rouge, de la Méditerranée, au Yémen, etc. Bref, en fait, les soldats de chaque pays se retrouvent parfois de manière dans des contingents régionaux impliqués à la défense, aux enjeux sécuritaires dans d'autres pays. Alors, le fait que des militaires, qu'ils soient camerounais ou pas, s'il s'avère que ce sont des militaires aient commis ce genre de choses, est quelque chose de mauvais en soi, parce que l'erreur que nous avons justement tous commis, le trou dans lequel, la crevasse dans laquelle nous avons tous plongé, était de situer le débat, est-ce l'armée camerounaise ou pas, au lieu de se poser les questions pourquoi une armée en vient à commettre de telles exactions, et de dire pourquoi même quand bien même ce ne serait pas l'armée, pourquoi des personnes arrivent à commettre de telles exactions envers les autres. Et le deuxième danger, c'était justement les conclusions définitives. Je veux dire, l'échange que nous avons sur ces tables montre encore le quota d'incertitude qui règne. Parce que si d'un côté on dit ces femmes ont été assassinées parce que c'était potentiellement des terroristes, et qu'après on dit que ceux-là qui ont commis ces actes, c'était peut-être eux les terroristes, on voit que les points de vue divergent encore énormément. Et même l'État qui a arrêté ces éléments parle encore de présumés coupables, de présomption d'innocence. L'appel est donc à la prudence. C'est la comparaison qu'on fait toujours entre le pathos, l'émotionnel, et le logos, le rationnel. La population camerounaise, malheureusement, comme la population de nos pays d'Afrique de manière globale, est friande de ces éléments-là. C'est-à-dire, il y a un fait divers comme ça, il émeut tout le monde, on se pose à chaque fois les mauvaises questions, mais pour le plaisir du buzz, le plaisir de partager, ou d'être le premier à partager l'information, voilà, on le fait et on entraîne la masse dans cet émotionnel-là qui consiste à croire sur la simple base que quelqu'un ait écrit, c'est l'armée camerounaise, c'est l'armée malienne, c'est l'armée, et donc on sombre justement dans ce débat-là qui est complètement faussé. Maintenant, on espère, parce que ce sont les questions qu'il faut se poser à long terme, la mesure préventive dont je parlais tout à l'heure consiste à, après y avoir déterminé quels sont les véritables coupables de cet élément, de se demander pourquoi est-ce qu'ils ont commis ça, comment est-ce qu'on peut prévoir que ça n'arrive pas à l'avenir. Le fait que nous sommes en période électorale, évidemment, explique le fait que la vidéo apparaisse aujourd'hui, mais ça ne dit pas si c'est l'armée camerounaise ou pas. Ça aurait pu être l'armée camerounaise et les vidéos auraient été couvertes parce que voilà la situation, rien ne justifiait le fait de la publier parce qu'on voulait protéger peut-être ce type de secret et peut-être en raison de certains désaccords en interne à l'approche des élections, on la diffuse. En fait, il y a un quota d'incertitude énorme que seule une véritable enquête et l'interrogation de ce qu'on a capturé pourra apporter, si tant est qu'on nous dévoile justement de manière réelle, de manière véridique, les résultats de la fameuse enquête. Mais voilà, la seule chose que nous pouvons faire, c'est de nous abstenir de conclusions, de nous abstenir de commentaires émotionnels, de nous abstenir du « je pense que », à mon avis, d'attendre patiemment. La patience est une vertu que ceux-là qui, de manière républicaine, sont chargés de mener l'enquête sur cette affaire nous disent in fine, de quoi il en retourne. Voilà, Kaminele, vous restez sur votre position. Mais l'armée camerounaise ne peut pas être capable de telles exactions. Je souhaite de tout mon être que ce ne soit pas l'armée camerounaise. Et quand je regarde ces militaires, je vous dis que... Malgré tout ce qui est dit dans le communiqué du ministre, ils ressemblent beaucoup plus à des chiens de guerre qu'à des militaires. Mais moi, je vais comme dit Kanga et Kanga, je pense qu'on nous a dit que des militaires ont été arrêtés, que les militaires, l'enquête sur leur cours, et que si les faits sont reconnus, ils seront sévèrement punis, mais qu'ils bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Moi, je n'ai jamais entendu ça au Cameroun quand on a arrêté quelqu'un. J'ai jamais entendu. Et c'est pour la première fois que le ministre de la Communication, quand il parle d'individu arrêté, spécifie que non, cette personne... Ça veut dire qu'il y a toujours un doute. Cette personne, voilà. Et maintenant, là où je voudrais que l'enquête se poursuive, c'est qu'on aille sur les lieux, qu'on aille au pied de cette montagne, qu'on exhume ces corps, qu'on fasse une autopsie, puisque ces femmes sont identifiées, qu'on retrouve leur famille. À ce moment-là, moi, je dirais que je peux croire à cela. Mais en dehors de cela, je persiste à dire que c'est une histoire absolument farfelue. Jacques Maboula.
Il persiste, hein, il faut que les médecins légistes rentrent dans la danse. Écoutez, je vais vous dire une chose. Soit on est sincère, on présente ses excuses pour ce qui a été fait, parce que dans le cas d'espèce, c'est très simple. Les photos de ces meurtriers sont connues. Les chefs d'unité de commandement qui avaient en charge ces opérations peuvent clairement dire cet homme relève de mon unité de commandement ou pas. Et si l'État du Cameroun vient à changer de position, ça veut dire, au regard des officiers qui ont été interpellés, qu'il y a des hommes qui ont reconnu ces meurtriers-là. C'est pas aussi compliqué. Ne cherchons pas à inventer le fil à couper le beurre. C'est aussi simple de dire que je reconnais que c'est Camille, elle est là devant moi. On a fait le même plateau ensemble. Monsieur le maire. Donc je veux dire quoi? Arrêtez de défendre ce qui n'est pas défendable. Ça complique la situation de notre pays au regard des enjeux qui se jouent actuellement sur ce Cameroun. Nous devons être sincères et reconnaître ce qui n'a pas été bien Monsieur le maire, fait. la seule photo qui a été publiée dans les réseaux sociaux, c'est cette photo présumée être celle du capitaine de vaisseau, qui est un homme replet d'un certain âge. Quand vous regardez la vidéo, tous c'est des autres. Et moi, il est difficile de reconnaître un élément. C'est pour ça que je dis que attendons la suite des enquêtes. Ce n'est pas à vous, c'est au chef d'unité de commandement qu'il faut poser ces questions. Non, l'enquêteur. Merci. Merci. Ça y est, c'est fini. Oui, merci. Bonsoir, Cédric Nouffelé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà le journal de 20h, c'est dans un instant 2 ou 3 titres qui feront l'essentiel de ce 20h. Ce soir, nous allons vous montrer le film intégral de ce rétro-pédalage du gouvernement à propos de cette vidéo montrant des exécutions sommaires de civils à l'extrême nord du Cameroun. Vous suivrez également la réaction de certains leaders politiques qui, au-delà de l'arrestation des soldats soupçonnés dans cette affaire, exigent des sanctions politiques à l'encontre de ceux qui ont menti à l'opinion publique durant plusieurs mois. Nous évoquerons cette présidentielle 2018. Ceux qui ne sont pas candidats se positionnent tout de même auprès de ces 8 candidats engagés dans cette présidentielle contre Paul Biya, président sortant et candidat à sa propre succession. Une offre, celle de Jean-Jacques Ekindi, qui appelle à une coalition de l'opposition et qui n'a pas dévoilé le candidat qu'il compte soutenir durant cette campagne présidentielle à venir. Nous évoquerons également, dans le cadre des élections sur le continent africain, les résultats très attendus au Mali, mais aussi ce contentieux électoral qui doit s'ouvrir au Zimbabwe. Voilà les différentes escales à suivre au journal de 20h. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, le développement de tous ces titres, ce sera dans le 20h, bien évidemment, de Cédric Nouffelé. Quant à moi, je vous retrouve après pour le débrief. Voilà, retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de nos experts. Je commence avec vous. Dites-moi. Voilà. Vous êtes là, Camille Nélin. Je suis là, Serge Alain. Voilà, Maurice Kamto qui exige comme ça que les brebis galeuses, comme a dit Cédric, soient sanctionnées sévèrement pour l'image du Cameroun. Mais il n'a pas demandé seulement des sanctions sévères pour les brebis galeuses. Il a aussi demandé que les ministres en charge de la communication et les ministres en charge de la défense, rendent des comptes et soient tenus responsables de ce qui arrive. Mais dans un état normal, dans un système normal, ce serait la règle. Mais malheureusement, vous savez très bien que le Cameroun n'est pas un état où les règles de ce genre sont absolument respectées. Je crois que nous avons suffisamment débattu de ce problème sur ce plateau. Nous savons très bien, nous sommes d'accord au moins sur une chose, c'est que si ces militaires sont coupables, qu'ils soient punis. Hein, mais que il ajoute que le ministère de la Défense doit rendre compte bien entendu, de ce qui se passe. Le ministre de la Défense n'aurait même pas dû attendre que le chef de l'État instruise une enquête. Il aurait dû prendre les devants. Il a des services de renseignement, il a des structures d'enquête qui auraient pu se rendre sur les lieux. Parce que, je vous l'ai dit, avant qu'on ne procède à l'arrestation de ces hommes en tenue. Vous croyez que c'est fait sans l'implication de Betty Assomo?
Je ne peux pas le dire ici, mais je suis en train de dire que je m'en tiens au raisonnement de M. Maurice Kamto, qui dit que normalement le ministre de la Défense aurait dû s'impliquer davantage et cette enquête n'aurait pas dû s'ouvrir uniquement parce que c'est le chef de l'État qui l'a demandé. Lui étant ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la Défense, il aurait dû prendre le taureau par les cornes et gérer ce problème avant même que le chef de l'État, et peut-être même, afin qu'il ne rende que compte au président de la République. Et c'est tout comme Maurice Kamto demande aussi que les sanctions soient prises à l'encontre du ministre de la Communication, qui pour lui s'est illustré par une communication tout simplement une communication étourdissante. C'est pour cela qu'il le demande. Il le demande en tant qu'homme politique, il le demande en tant que haut commis d'État, mais il le demande aussi parce que c'est ce que tous les Camerounais attendent. Les Camerounais attendent de savoir la vérité. Les Camerounais attendent de savoir ce qui s'est passé. Est-ce que ce sont vraiment des militaires? Si ce sont les militaires, qu'ils soient châtiés. Si ce n'est pas les militaires, que les responsables de l'armée et de la communication, les hauts commis d'État comprennent que ils ont merdé dans cette affaire. Alice Doualabel, comprenez que le ministre de la Défense soit aussi interpellé comme ça, maintenant, on comprend pourquoi de 2015 à 2018. Et là, le candidat Kamto a tort. Comment ça? C'est un homme politique qui s'explique sur la vie de la nation. Il a tout faux. Il a faux dans quoi? Je ne lui reproche pas de donner son point de vue sur un sujet aussi grave. Oui. Par contre, son raisonnement est biaisé et montre bien que le fait qu'on parle de cette histoire-là aujourd'hui, c'est bien parce que c'est devenu une arme politique. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît que l'armée camerounaise est l'une des armées les plus professionnelles de l'Afrique. Il dit que c'est une armée responsable qui protège nous-mêmes et nos biens et le territoire de notre pays. C'est quand même des compliments qui me touchent énormément. Mais très vite, parce qu'il faut bien qu'il trouve la brèche pour sortir et qu'il attaque le gouvernement, il dit, parce qu'il y a des brebis galeuses, quelques brebis galeuses, alors le ministre de la Défense et les autres responsables doivent être, j'allais dire, pas seulement questionnés, mais sanctionnés. Je dis non. Il faut être cohérent, il faut être conséquent. Où notre armée est professionnelle et nous en sommes contents à 95%, et à ce moment-là, on la soutient fermement, ou bien elle ne l'est pas, et à ce moment-là, nous avons tous à indexer nos responsables. Mais à partir du moment où M. Kamto reconnaît que notre armée est une très bonne armée, il ne peut pas demander la peau de M. Betty Assomo. Non, il n'a pas demandé le ministre la sanction, si, il a dit que les responsables de ce pays, les responsables au niveau de la défense, au niveau de la communication, devraient être sanctionnés. Laissez-moi dire ça comme ça. Maintenant, là où je vais lui donner encore tort, c'est que M. Kamto, cette armée-là que vous avez félicitée, et vous avez eu raison de la féliciter, parce qu'elle fait du bon boulot, c'est votre armée. C'est votre armée. Ce n'est pas parce que vous êtes en compétition contre le président de la République que vous allez venir ici tenir un raisonnement qui ne vous ressemble pas. Vous êtes un très grand homme. Vous êtes un homme de science. Vous êtes, j'allais dire, partout où vous êtes passé, vous avez laissé une très très bonne... mais il a félicité l'armée. Réputation. Mais alors, mais comment aboutit-il? Mais il demande que les responsables il y a eu un vice de forme qui le président ne peut pas s'adresser. Pourquoi cette vidéo est devenue aussi un instrument politique? Le président ne peut pas s'adresser directement aux soldats. Il y a quand même une hiérarchie. Alors, à ce moment-là, ça veut dire que notre armée n'est pas très bonne et n'est pas l'une des meilleures en Afrique. Parce que si elle est l'une des meilleures en Afrique, ça veut dire que M. Betty Assomo a, j'allais dire, accompli sa mission de manière responsable et respectable. Alors on ne peut pas en même temps demander qu'il soit félicité et de l'autre côté qu'il soit sanctionné. C'est ce que je veux dire. Et ça montre que nous sommes en plein dans la guerre. Je crois que si il y a eu rétropédalage du ministre de la Communication, c'est parce que le ministre de la Défense a fait du très bon boulot et il a remis dos au mur ceux qui pensaient que l'armée n'était pas impliquée.
Ça veut dire qu'il a une bonne relation avec ses hommes au sol. Ceci dit, l'armée camerounaise, elle est au même titre que nos liens en État, au-dessus des appartenances et des clivages. Si vous appréciez l'armée camerounaise, vous devez aussi pouvoir demander qu'il y ait du toilettage. Parce qu'il y a des hommes qui discréditent des corps. Il y a un proverbe chez nous qui dit « c'est une dent dans la bouche qui pourrit la bouche ». Et c'est du devoir du chef de l'État et du ministre de la Défense de nettoyer ce corps et de veiller à ce qu'il reste professionnel. Là-dessus, on est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Moi, je parle du ministre. Je ne parle pas des brebis galeuses. Je crois qu'il y a une enquête qui a été ouverte et les données en possession des corps de la défense permettent aujourd'hui à l'État de dire on va arriver jusqu'au bout parce qu'il y a déjà des interpellations. Ça veut dire que le ministre de la Défense, Betty Assomo, fait du très bon boulot. Pour ça, on pourrait lui donner, on devrait le féliciter pour avoir mis de la lumière sur ces exactions-là. Et pour le bon travail qu'il a pas par ailleurs. Bien entendu. Okay. Ceci dit, il faudrait sanctionner avec la dernière énergie les hommes qui sont responsables de tels actes. C'est ce que le professeur Maurice Kamto a dit. Absolument. Absolument. Et veiller à ce que le ministre de la Communication ne soit plus à communiquer avant d'avoir fait la cohésion avec les hommes en tenue. Mais en fait, très souvent le reproche au ministre de rester, ne rien dire. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut à la fin? Quand il y a nécessité de communiquer, il y a une cellule de crise. Écoutez, il y a toujours cellule de crise qu'on met en place face à toute crise qui s'ouvre dans un contexte. Et cette cellule de crise est pluridisciplinaire. Ça veut dire que quand elle se met en place, vous avez les hommes en tenue qui interviennent. Vous avez les spécialistes des relations internationales qui interviennent. Vous avez des hommes de communication qui interviennent. Vous avez également, naturellement, des représentants du cabinet civil qui interviennent pour savoir quelle posture adopter face à une réaction contre le Cameroun. Et c'est dans cette pluridisciplinarité-là qu'on voit, au regard des enjeux, dans le contexte de crise, qu'est-ce qu'il faut communiquer? Vous ne vous levez pas je sais pas, dans votre canapé et vous prenez une décision unilatérale. Non. C'est une équipe qui communique. Vous pensez que ce n'est pas fait jusqu'ici? Non, je ne pense pas. Parce que quand vous êtes porte-parole d'un gouvernement, ça veut dire qu'à chaque situation de crise, il y a cellule de crise et il y a résolution. Vous n'êtes que le porte-parole de ce qui émane de la cellule de crise. Le lecteur des résolutions. Et là, le lecteur de résolution, ce n'est pas de l'émotion. Vous n'allez pas dire n'importe quoi au devant de la scène internationale. Parce que ça nous engage tous, y compris les responsables du gouvernement, que les populations. Parce que un Camerounais qui se trouve, je ne sais pas où, en Belgique, un Belge va lui dire dans un café, vous les meurtriers d'enfants là. Il est affecté. Son attitude au sein de son organisation prend un coup parce qu'on dit, vous tuez des enfants chez vous. Donc, il ne s'agit plus seulement de l'affaire du ministre de la Communication, c'est la nation tout entière. Ce qui veut dire quoi? Au même titre que nous félicitons nos lions indomptables, quand un gars rate le pénalty, on dit qu'il a raté le pénalty. Et que s'il avait marqué le pénalty, on serait en finale, ou on aurait gagné la Coupe du Monde. Donc, M. Kamto a fait des critiques, mais il aurait pu aussi féliciter la lumière qui commence à se montrer et la qualité opérationnelle du métis Betty Assomo. Aussi simple que ça. Le ministre de la Défense devrait accompagner ces troupes comme il a fait, mais ça ne semble pas être perçu par certains de la classe politique. Si, en fait, je pense que le professeur Maurice Kamto a été assez clair dans son intervention. La rationalité, la logique ou la cohérence ne consiste pas à présenter les choses de manière manichéenne, à dire c'est bien et donc c'est bien entièrement, ou alors c'est mauvais et c'est mauvais totalement. La rationalité, la logique, la cohérence consiste à faire la part des choses, et c'est ce que vient de faire Maurice Kamto, c'est-à-dire quelque chose peut être bien, une sauce peut être bien préparée, mais au coin de l'assiette il y a un cafard et il faut l'enlever. Les fameuses brebis galeuses au sein de, enfin, si on considère à la fin, s'il s'avère à la fin que c'est l'armée, les fameuses brebis galeuses sont ces personnes-là qu'il mentionne
Et la remise en question, bon, déjà l'appel aux sanctions qu'il fait, il est tout à fait rationnel parce que dans un État qui fonctionne, il faut que ce qu'on appelle l'appareil répressif de l'État soit effectif. C'est la guerre de tous contre tous, c'est l'anarchie, c'est le tohu-bohu quand les sanctions ne sont pas comme elles se devraient. Et maintenant, quand il parle du ministre de la Communication, voilà, la remise en question qu'il fait sur le ministre de la Communication découle de tout ce dont on a parlé jusqu'ici. L'amateurisme, on va dire, l'amateurisme communicationnel de Monsieur Chiroma. La communication est un art et malheureusement, il n'a pas bien joué sa partition. Il ne s'agissait pas de ne rien dire avant que les résultats de l'enquête ne soient disponibles. Il s'agissait de communiquer sur, justement, et l'évolution de l'enquête et les probabilités et les travaux qui sont en train d'être menés, maintenir la population au fait de l'actualité, maintenir la population au fait du déroulement. Je crois qu'il a fait la première sortie sur la base des éléments qu'il avait. Sur la base des éléments qu'il avait, sur la base des éléments qu'on a, on dit il y a une tendance qui tend à dire que, mais on attend encore confirmation définitive. Dire de manière comme ça affirmative, c'est sous-entendre qu'aucune enquête supplémentaire n'a besoin d'être menée. Or, lorsque des enquêtes supplémentaires postérieures sont encore menées, c'est que on s'est trompé en disant déjà au début que c'était de la contrefaçon, que c'était une contre-vérité. Maintenant, pour en venir au ministre de la Défense, je pense, ou du moins j'espère aussi, sur ce volet-là, avoir compris où Maurice Kamto voulait en venir. Il est clair qu'il ne s'agit pas de faire de la chasse aux sorcières parce que lorsque la campagne approche, on ne doit pas dire voilà, tel doit partir, tel doit démissionner, tel doit... Mais en même temps, gardons à l'esprit que le fait qu'on limoge maintenant le ministre de la Défense ne permettra pas au MRC d'augmenter son potentiel d'électeurs. Donc ce n'est pas ce que recherchait Maurice Kamto en premier. Évidemment, moi je perçois le ministre de la Défense comme quelqu'un qui a justement fait son travail selon les règles de l'art, plus ou moins. On se souvient de l'attaque du char, de sa descente dans la zone anglophone. Il a matérialisé ce qu'est le travail d'un ministre de la Défense, entré au feu de l'action, au péril de sa propre vie, pour l'intérêt national, évidemment. C'est une bonne chose. Mais d'une certaine façon, peut-être la lecture ou alors le contrôle des éléments dont il a la charge, peut-être il n'a pas été réalisé comme il se devrait, ce qui a abouti à justement à l'apparition de cette vidéo-là a posteriori, en tout cas à cette époque-ci, sans qu'il n'ait été au courant, alors que d'une certaine façon, étant la plus haute autorité du régiment de la Défense, il aurait dû, à travers son service de renseignement, il aurait dû justement être au courant qu'il y avait des éléments comme ça qui pouvaient justement mettre dans le trouble l'actualité politique à l'approche des élections. Mais évidemment, ce sont des éléments mineurs et je crois que c'est sur ce volet mineur que Maurice Kamto disait que s'il a des choses à répondre, évidemment, il faut aussi que les choses soient clarifiées dans ce volet-là. Je n'appellerai donc pas personnellement à la démission de monsieur Betty Essomo, absolument pas. Il y a celle de M. Girauman. Et aussi, pardon. Et encore moins celle de M. Chiroma. Bah non, enfin, on va dire les choses dans l'autre sens en disant, je n'appellerai pas la démission de M. Chiroma et encore moins celle de M. Betty Essomo. En tout cas, M. Chiroma, ce qu'il faut faire actuellement, c'est une remise en question parce que s'il faut parler de démission, on trouvera aussi bien chez les ministres que chez le chef d'État actuellement des manquements plus ou moins graves qui, dans une logique, conduiraient normalement à la démission du gouvernement tout entier. Étant donné que le gouvernement tout entier ne démissionnera pas dans un souci de stabilité, vu que les élections approchent de toute façon, il faut surtout un changement de façon de procéder dans la communication, dans la gestion des crises. Et voilà, bon, personnellement, la mauvaise foi, en tout cas la mauvaise foi subtile accréditée à Maurice Kamto, je ne vois pas les choses dans ce sens et d'une certaine façon, la lecture qu'il a faite épouse encore ce qui pour moi relève du domaine de la cohérence. Voilà, Kaminele, d'accord avec Maurice Kamto, il faut sanctionner les brebis galeuses dans l'armée. Ben oui, c'est l'évidence. C'est l'évidence. S'il y a des brebis galeuses, qu'elles soient sanctionnées. Et il reconnaît que l'armée, elle est professionnelle, l'une des meilleures d'Afrique. Mais bien entendu, mais c'est une lapalissade. C'est une évidence. L'armée camerounaise est l'une des meilleures d'Afrique. Tant sur le plan qualitatif que quantitatif, c'est l'une des meilleures. Il le reconnaît, tout le monde le reconnaît d'ailleurs. Cette armée d'ailleurs, il a eu à le constater, c'est pas aujourd'hui qu'il le constate. Il l'a constaté pendant qu'il défendait l'État du Cameroun dans l'affaire Bakassi. C'était les militaires de l'armée camerounaise qui étaient au front et qui mouraient tous les jours. Donc moi ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, je voudrais que cette affaire de vidéo ne devienne pas comme une sorte de débat sur le sexe des anges. Est-ce qui a fait il était important pour le ministre de la Communication de dire peut-être que dans le cadre d'une enquête à la suite de tout ce qui s'est passé, il y a une enquête qui a été ouverte et alors qu'il est des individus ont été interpellés sans citer des noms. Parce qu'en ajoutant
qu'il signale que ces personnes bénéficient de la présomption d'innocence. Pour moi, ça fait un peu, ça fait un genre. Donc, il aurait dû dire, ces personnes ont été arrêtées et maintenant les enquêtes continuent. Pour le reste, moi, je pense que pour le reste, en donnant des noms, et si maintenant, par la suite, il établit que ces personnes n'avaient rien à faire avec cela, qu'est-ce que ça donnerait? Il dirait, oui, j'avais bien prévenu que cette personne pouvait être innocente. Non, dans une affaire aussi grave, qui engage et la crédibilité de l'armée camerounaise et la crédibilité même du Cameroun, on ne peut pas se permettre de balancer des informations avant que l'enquête ne soit close. Parce que cette enquête, d'après ce qu'on a, d'après ce qui dit, d'après ce qui se dit, et d'après le contenu du communiqué, cette enquête n'est pas encore close, elle n'est pas encore fermée. Ils sont encore en exploitation. Et quand il dit qu'ils ont été mis à la disposition de la justice, on en est encore soit à l'instruction, soit au niveau de l'enquête préliminaire. Donc, inutile pour moi de balancer des noms à la vindicte populaire. Il y a même des gens, moi j'ai entendu dans une radio tout à l'heure que le premier nom cité, le fameux Fabassou, serait même mort depuis très très longtemps, qui n'existerait pas. Donc moi je dis aujourd'hui... Non, pardon. Je dis, cette image circule depuis. Cette image circule, que le premier non cité, le fameux capitaine de vaisseau Fabassou, il est mort depuis très très longtemps. Bon, maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait bien savoir. S'il avait été cohérent, il aurait dit, bon, voilà des personnes qui ont été interpellées, qu'on montre des photos de ces personnes et qu'on compare avec la vidéo. Bon, maintenant, on a donné des noms, ces noms ont été jetés en pâture. L'enquête ne fait que continuer. Nous attendons la suite. Mais moi, je vous le dis, Serge, là autour, cette affaire-là, cette enquête-là, va nous réserver de drôles de surprises. Ok, attendons voir. Jean-Jacques Kindi qui demande d'avoir les 8 en œuvre pour faire son choix. Écoutez, je crois que Jean-Jacques Kindi se sent une âme de rassembleur et il a à cœur de voir le Cameroun présenter un nouveau visage après 2018. C'est un acte patriotique que je salue. Et d'ailleurs, c'est une des grosses préoccupations du bâtonnier Akeré Mouna et de toutes les populations du Cameroun qui veulent voir... Là, c'est le président de la plateforme qui parle là maintenant. C'est le président de la plateforme, ça c'est sûr. Donc il y a un souci majeur de voir tous ces acteurs de la vie politique au sein de l'opposition pour faire une offre au peuple camerounais qui ne rêve que de voir une coalition devenir réelle. Le bâtonnier Akeré Mouna a fait cet appel et je crois que toutes les populations du Cameroun... Bien sûr que tout le peuple veut ça. Je vois Marly Doualabel qui... Parce Écoutez, que ça arrange le RDPC. Hein. C'est les responsables du passif de notre nation et de nos souffrances. Vouloir rester au pouvoir, c'est tout à fait normal. Parce qu'ils n'ont pas d'autre arme que de se protéger face à une réaction qui pourrait être populaire. Ceci dit, nous avons le devoir de proposer une alternative qui libère les Camerounais de cette léthargie, de cette souffrance, de cet inconfort résidentiel. Et ça ne peut pas se faire si nous ne sommes pas solidaires les uns envers les autres. Aujourd'hui, nous avons des acteurs majeurs, Akeré Mouna, Kamto, Cabral Libi, Joshua Oshi, etc. Je pense à 8, ils sont capables de proposer une solution de gouvernement d'union nationale au lendemain du 7 octobre. Et je crois que ce n'est pas sorcier. Il faudrait qu'ils s'enferment 2 jours, 3 semaines si nécessaire, mais qu'ils ressortent solidaires et unis. Comme un seul homme face au président de la République, Paul Biya, qui plus est a une machine électorale et qui devrait pouvoir naturellement agir en sorte que l'opposition ne soit pas unie. Et je voudrais que nous transcendions les clivages partisans, les clivages ethniques, pour offrir au Cameroun une raison d'espérer. Parce que la crise anglophone est de l'autre côté, Boko Haram est dans le nord, à l'est nous avons des menaces sécuritaires, et face à tout cela, il faudrait que la communauté internationale refasse confiance au Cameroun, redonne un crédit au Cameroun, parce qu'aujourd'hui vous voyez que notre pays a perdu son découvert sur le plan international, au point où nous soyons remis à des emprunts obligataires, à des appels de fonds publics populaires et tout ça. Ça veut dire que les bailleurs de fonds traditionnels ne nous font plus confiance. Okay. Il faut un gouvernement qui est crédible, qui remette le niveau de découvert financier international du Cameroun au maximum. Et ça, c'est des hommes nouveaux qu'il nous faut dans l'urgence pour redonner de l'espérance, de l'emploi et sortir les Camerounais du chômage
et de la répression fiscale qui a cours actuellement. Monsieur le maire, nous sommes un pays très pauvre, très entêté, monsieur le maire. Voilà. Marlise Doualabel, vous pouvez dire au RDPC lorsque à longueur de journée vous entendez l'opposition clamer coalition, et vous voyez rien venir. Bon, au fond, moi, je ne suis pas pour la coalition. Pourquoi? Parce que, pour moi, Paul Biya est le pivot qui va encore jouer le match qui continuera à partir du 7 octobre. Maintenant, il a autour de lui... C'est déjà gagné pour vous? Ça, c'est mon souhait. Je vous dis mon souhait. Il a autour de lui des joueurs qui sont des joueurs de valeur. Moi, je ne sais pas si on a eu l'occasion d'en parler. Je suis très fier du profil des candidats que nous avons à la présidentielle. Je suis fier parce que ce sont des Camerounais qui ont de la densité, qui ont de la profondeur, qui ont une vision, qui ont envie de faire des choses. Maintenant, ils veulent faire des choses avec quoi et avec qui? Si nous prenons le risque de laisser faire, comme disait monsieur le maire, un gouvernement d'union nationale, mais il va voler un éclat dès le lendemain. Et comme il dit lui-même, nous sommes dans un pays qui est quand même relativement secoué sur le plan sécuritaire. Nous n'avons pas besoin des incertitudes et j'allais dire des scénarios qui ne nous garantissent pas un minimum de stabilité. Donc moi je pense que Paul Biya va être le président. Il y a dans l'opposition, les candidats actuels, à peu près 2 ou 3 têtes de pont. Ces 2 ou 3 têtes de pont vont réussir à regrouper des sensibilités qui sont voisines à leur projet de société. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de se mettre avec, j'allais dire, quelqu'un qui pense complètement le contraire de ce que vous voulez. Vous voulez voir mettre en place simplement parce qu'il vous faut gagner une présidentielle. C'est très dangereux pour les Camerounais. Donc ils vont faire certainement des alliances en fonction de la proximité idéologique, politique qu'ils ont. Et maintenant donc, nous allons aller en 2019 aux législatives et aux municipales. Là où la clarification va se terminer. La clarification va se terminer parce que le nombre d'élus de chaque candidat va vraiment nous donner le poids réel de chaque candidat. Et nous, le RDPC, nous allons avoir en face de nous des vis-à-vis plus construits, construits, c'est-à-dire plus solides, qui peuvent faire face et qui peuvent améliorer la gouvernance et la démocratie dans le pays. Parce que le fait que nous ayons la majorité, comme disent les opposants, obèses, je pense que pour un pays en construction, ça ne peut être bon que quand c'est un parti unique. Oui. Mais quand ce n'est pas un parti unique, ça ridiculise un peu les partis d'opposition qui finalement n'existent pas. Oui. Donc pour moi, je pense qu'il ne faut pas qu'ils aillent à l'idée de faire une seule coalition. Qui sera le patron? Qu'est-ce qu'il pense? Il fera avec qui? Et après, qui va être président? Qui va être premier ministre? Non, ça va être la cacophonie. Voilà. Vraiment, les enfants, laissez-nous avancer paisiblement, sereinement. Et maintenant, la vraie compétition au niveau de la présidentielle va commencer après le président Biya. Voilà, Wilfried Kanga, vous êtes d'accord avec le discours du RDPC qui pense qu'après Biya, c'est l'incertitude? C'est un gars de Kanto. Je ne suis pas d'accord, mais je comprends. Et je mets un point d'orgue à ce que le débat du Cameroun soit centré sur les idées. C'est malheureux, on l'a observé dans notre pays très souvent où les invectives personnelles priment sur les véritables enjeux qui concernent la nation. Ce n'est pas une partie de ping-pong, ce n'est pas un manège enchanté. Ce sont des questions sur l'avenir de 25 millions de personnes dont la jeunesse dont je suis issu forme les 70%. Et c'est pour ça qu'elles sont à prendre au sérieux. Et c'est pour ça que même quand on appartient à une formation politique, ce qui n'est d'ailleurs pas mon cas, on élabore quand même de manière rationnelle les bons et les mauvais côtés des autres. J'ai toujours conçu la politique justement comme cette maison-là à nettoyer, mais où chacun a sa méthode, l'enjeu étant commun, que la maison soit propre à la fin.
Je veux croire en la bonne foi de tous les partis politiques que l'enjeu principal, ce que nous recherchons, c'est les projets politiques, sociaux et économiques pour le bien-être des Camerounais, c'est-à-dire de nous-mêmes, et que le fait que nous ayons des opinions et des méthodes de divergence pour y arriver ne doit pas aboutir sur un ring de boxe. C'est complètement fausser la politique, et c'est pour ça que le niveau économique du Cameroun est en termes de proportion comparé à sa population et à sa superficie, on va dire globalement inférieur à celui de la Guinée équatoriale qui n'a que 1,5 million d'habitants. À tout casser, à se poser, à continuer toujours à mettre ces ingrédients dans notre sauce politique, nous ne devrons pas être surpris que dans les 36 ans, les résultats soient toujours aussi relativement médiocres. Alors, on peut billard, c'est l'incertitude. On peut sur le RDPC. On peut justement, c'est là où je voulais en venir, on peut justement comprendre la position du RDPC, même si on ne l'approuve pas. Comprendre parce que c'est logique pour un parti justement de soutenir son candidat. C'est logique pour un parti, sinon ce serait contre-productif qu'un parti dise que notre champion n'est pas la solution à un problème. Tout comme c'est logique, c'est compréhensible des autres partis de se dire que les 36 ans de Paul Biya au pouvoir ont conduit à la situation actuelle et qu'en fait, il est la raison pour laquelle les choses en sont ainsi. Et les gens pensent souvent qu'on ne peut pas résoudre un problème avec les gens qui l'ont créé. Donc c'est compréhensible, ce sont les avis divergents de chaque parti. Mais maintenant, on a vu dans le cas du Mali qu'il y avait 47% approximativement pour Ibrahim Boubacar Keïta et 24% pour Soumaïla Cissé. Voilà, 24 pour Soumaïla Cissé. Donc, ça veut dire qu'il a la majorité relative, mais pas la majorité absolue. Donc, si les autres se coalisaient, il y avait la probabilité de le faire tomber. On peut avoir le même cas de figure au Cameroun, mais la solution va dépendre des véritables aspirations de chacun de ces acteurs de l'opposition. Est-ce qu'on veut supplanter Paul Biya tous azimuts et être celui-là qui va le remplacer, ou alors est-ce qu'on veut supplanter Paul Biya et faire partie d'une coalition où, même si on n'est pas soi-même président, on porte ses projets au sein de cette coalition-là? Si les membres de l'opposition camerounaise réussissent à accepter que tout le monde ne sera pas président, c'est un seul poste, tous les partis ne seront pas l'animal alpha, il faut donc justement qu'ils y parviennent parce qu'en cas de majorité relative de Paul Biya, ils auraient la possibilité d'accéder à la majorité absolue et de gagner les élections. Mais maintenant, tout dépendra, la cacophonie dépendra du bon, enfin, de la bonne foi de ces opposants-là. La cacophonie. Élection à un tour au Cameroun. Élection à un tour, on va dire peut-être malheureusement, parce que peut-être le deuxième tour, après y avoir fait le trait du premier tour, aurait amené les gens à se coaliser derrière le deuxième, même si ça ne marche pas toujours, le cas du Mali. Mais en tout cas, c'est à l'opposition de faire mentir. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire 2010. Oui, et même maintenant, on va dire, 2 ans avant les élections, le PDCI s'est détaché du RDR, etc. Ce n'est pas toujours facile. Mais on peut se dire, voilà, c'est aux membres de l'opposition de faire mentir, justement, le RDPC en disant, nous avons d'autres aspirations que le fait d'être président de la République. L'un des deuxièmes problèmes du Cameroun, il est celui-là, c'est-à-dire nous ne faisons pas la politique parce que la population nous intéresse et parce que nous avons des projets pour eux. Nous faisons la politique parce que la fonction publique étant le premier employeur de l'État, vu que les questions économiques ont totalement été mises à l'écart, nous faisons donc la politique pour avoir les privilèges gouvernementaux et nous oublions le peuple pour lequel nous sommes à la magistrature suprême, et donc s'ils sont sur cette base-là, évidemment, ça n'aboutira pas. Voilà, l'honorable Marlis Doualabel parlait de 2 ou 3 têtes de pont pour l'opposition face au président Biya, président sortant Biya. Oui, 2 ou 3 têtes en regardant les 8 qui sont face au président Biya. Bon, c'est une façon de voir les choses. Elle les a cités. Elle a cité Maître Kérémouna, dont on connaît le parcours, dont on connaît le gabarit, mais qui n'a pas un gros parti derrière lui. On connaît M. Moïse Kamto, dont le parti est jeune d'ailleurs, mais qui... Jeune, mais qui a fait ses preuves, hein? Oh, il a fait ses preuves, il a quelques élus à l'Assemblée nationale, il a quelques un élu à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le nombre, c'est le temps mis. Oui, mais il y a des gens qui ont mis autant d'années qui n'ont pas d'élu. Je suis tout à fait d'accord, absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que les personnes elles-mêmes, les candidats eux-mêmes, c'est les candidats qui, quand ils parlent, ont un langage, un discours cohérent, un discours plein d'ambition. C'est pour cela qu'elle estime qu'il y a 3 ou 4 face au président Biya. Mais maintenant, je rejoindrai le maire Maboula et Kanga qui disent que le problème ou l'enjeu, ce n'est pas de battre Biya pour battre Biya, mais c'est battre Biya pour une alternative et une alternance. Parce qu'ils n'ont pas d'alternative, mais une alternance aussi parce que tous sont unanimes à dire que le RDPC doit... il faut qu'on passe à autre chose après le RDPC. À quoi alors? Ok. Sylvestre Hippolyte Zangaou, bonsoir.
Bonsoir Serge. Voilà l'essentiel de 100% foot dans quelques instants. Hein. Dans quelques instants, nous parlerons de cette décision qui est tombée il y a de là quelques minutes seulement. C'est fait, Bamboutos de Bouddha jouera la saison prochaine en Elite 2. Le club qui a terminé 3e du championnat Elite 1 cette saison se voit regarder sur la base d'une décision de la FIFA, la FECAFOOT qui a donc appliqué la décision de la FIFA. La FIFA écrit vendredi, en tout cas la lettre a été rendue officielle depuis vendredi dernier. La FIFA qui demandait à la FECAFOOT de procéder à la relégation en Elite 2 de Bamboutos de Bouddha à la suite de ce conflit que ce club a depuis 2015 avec l'un de ses entraîneurs, son ancien entraîneur belge, Johan Boyle, une affaire de salaire impayé et de rupture abusive de contrat. La FIFA qui a donc décidé que Bamboutos de Bouddha va quitter l'Elite 1 pour l'Elite 2 et la FECAFOOT a donc mis cela en application ce lundi soir. Finalement, Bamboutos de Bouddha qui avait terminé la saison 3e au classement se retrouve 18e et c'est Unisport du Oncam qui est sauvé de la relégation. Le flambeau de l'Ouest va rester bel et bien en Elite 1. La décision est tombée, elle est officielle. Unisport du Oncam est désormais non relégable et jouera bel et bien la saison sportive prochaine en Elite 1. Avec Joseph-Antoine Bell, qui est notre principal invité ce soir, nous parlerons également de Clarence Seedorf et Patrick Kluivert qui ont donc signé un contrat de 4 ans. C'était en fin de semaine dernière. Nous reviendrons également sur les préparatifs de la CAN 2019 que doit abriter le Cameroun. L'invité se prêtera au jeu puisqu'il est membre permanent des comités d'organisation des Coupes d'Afrique des Nations au Cameroun. Joseph-Antoine Bell et moi, nous vous donnons rendez-vous dans les prochaines minutes. Voilà un menu véritablement alléchant. Hein. C'est 100% foot avec Sylvestre Hippolyte Zangao. C'est tout à l'heure. Bon, le mot de la fin, on va faire un dernier tour de table. En 30 secondes. Il vaut mieux terminer par moi, non? Je suis la seule maman. Oui, on va vous céder ça. Oui, monsieur le maire. Écoutez, il est impératif, urgent que nous offrions une alternance à ce pays. Déjà parce que l'équipe gouvernementale n'a pas été capable de mettre en place un dialogue participatif, inclusif, pour sortir du bourbier anglophone. Et d'un autre côté, parce que de nombreux Camerounais attendent véritablement des solutions aux problèmes de désespérance et de perte de confiance au quotidien dans leur vie. Nous ne sortirons de cette impasse que si les 8 acteurs qui y aura face au président Biya acceptent d'aller aux élections solidaires et unis parce qu'ils pourront veiller et contrôler le vote pendant les élections tous ensemble et pouvoir défendre le vote après les élections. Il est plus difficile pour un parti seul de couvrir les 360 communes du Cameroun et de revendiquer tout seul un résultat après les élections. C'est pour cela que tous ensemble, coalisés, nous sommes plus forts que jamais et j'invite tous les Camerounais à être présents au commencement du vote, après le vote, pour défendre la victoire du peuple. Camille. Ben moi, la politique, je la laisse aux politiciens qui sont sur le plateau, au maire Maboula et à madame la députée. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut que les Camerounais fassent beaucoup attention. Les réseaux sociaux sont un produit à consommer avec beaucoup de modération, avec beaucoup de froideur. Parce que dans ces réseaux sociaux, on trouve tout et n'importe quoi. Et à cause de ces réseaux sociaux, il y a des sociétés qui ont sombré dans toutes sortes de fantasmagories. Donc l'affaire de cette vidéo est en train de faire suffisamment de tort dans ce pays. Et on dit même qu'il y en a même une deuxième encore qui est sortie depuis hier soir, qui va exactement dans le même sens. Mais des vidéos dans lesquelles on trouve des militaires, on trouve des hommes en train de tuer d'autres, il y en a des milliers dans ces réseaux sociaux. Donc, faut-il donc s'étonner que le président, directeur général de Facebook, se soit retrouvé au Cameroun? M. Zuckerberg a été reçu au cabinet civil il y a quelques jours pour combattre cela au Cameroun. Mais je mets toutefois toujours les Camerounais en garde contre la consommation des réseaux sociaux. Il faut faire très attention, faire preuve de beaucoup de froideur. Ok, Frédéric Kanka. Alors mon mot de la fin en 3 petits tirets. Ce que je dirais pour nous les Camerounais, n'ayons pas la petitesse d'esprit de discuter des personnes et non des idées. Ça ferait baisser le niveau de nos débats. N'ayons pas l'émotivité de faire des déductions sur des vidéos dont on n'a pas les conclusions. Ça nous fera perdre notre rationalité. Et n'ayons pas la cupidité de vouloir la présidence avant le bien-être des Camerounais. Ça fera à l'opposition perdre le combat. Ok. Maman, honorable Valabelle. Oui, merci.
Premièrement, je pense que cette vidéo m'a donné une belle leçon et depuis j'ai décidé de ne plus forwarder des choses que je ne contrôle pas, parce que c'est véritablement dangereux. Deuxièmement, concernant les élections et la politique en général dans notre pays, je pense que nous aimons tous ce pays. Nous sommes tous des patriotes. Nous avons certainement des stratégies différentes, des programmes différents. Et ce sont ces projets-là de société que nous vendons à la nation qui intéressent la nation. Ça, c'est clair. Il est donc important qu'on sache exactement ce qu'on va proposer le moment venu, parce que la campagne n'est pas encore ouverte, mais le moment venu, il faut que chacun se prépare pour présenter son programme. Et c'est cela qui rend la coalition difficile, parce qu'il va bien falloir concocter des programmes portés par une coalition et pas une multitude de programmes présentés pour un seul poste, parce que ça ne fonctionnera pas. Donc, je vous remercie de m'avoir convié. Votre émission est une bonne émission et j'espère qu'elle aura une longue vie. Ok, merci. Merci à vous, cher monsieur, d'être venu. Merci. Merci, l'honorable. Voilà, rediffusion, c'était tout pour Equinox Soir. Rediffusion, 23h GMT. Il sera minuit à Boya.